Bonjour Maëva. Bonjour Philippe. Alors Maëva, je t'ai rencontré donc à Blanquefort. Tu nous as accueillis dans ce lieu qui a servi pour faire toutes ces conférences pendant ce festival. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un festival, mais enfin, il y a eu beaucoup de conférences avec, beaucoup de personnes que j'aime beaucoup. Et j'étais ravi de faire ta connaissance. Également. Et j'aimerais que tu me racontes un petit peu ton histoire, et puisque tu as quand même sorti 2 livres. Oui. Le premier, c'est celui-là le premier. Le premier, c'est Rencontre avec Christopher Nolan. Rencontre avec Christopher Nolan, là je le montre à l'antenne. Et puis le deuxième, c'est éveiller votre potentiel. Voilà. J'essaie de. Voilà, comme je suis à l'envers. Éveiller votre potentiel. Alors, moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est quand on a parlé, hier, en off évidemment, on a parlé un petit peu de ta vie. Et j'aimerais que tu m'en parles un petit peu pour les spectateurs. Oui, alors pour te décrire en quelques mots, on va dire que je suis née de parents médecins. J'ai fait des études, je voulais être vétérinaire, j'ai loupé le concours de vétérinaire et j'ai donc suivi des études de pharmacie. Les études m'ont intéressée, je suis donc devenue pharmacien dans la vie. Et au bout on va dire, d'une quinzaine d'années, je ne me suis plus sentie à ma place. Déjà, à titre personnel, je n'utilisais pas les médicaments, je n'en donnais pas non plus. C'est quand même fou pour une pharmacienne. Oui, c'est quand même fou, mais en fait, je viens d'un milieu où mes 2 parents étaient médecins. Et autant mon père avait tendance à dire les médicaments, enfin, ça fait 30 ans que c'est toujours les mêmes, ça ne sert à rien. Ma mère, au contraire, donnait des antibiotiques, de l'homéopathie, etc. Et les deux avaient pourtant la même profession, mais n'avaient pas du tout le même avis. Donc, je suis née avec cette divergence. Finalement, avec le temps, en grandissant, pas de problème de santé particulièrement, donc j'en ai pris, je dirais, de moins en moins, jusqu'à un beau jour me dire, mais j'ai le sentiment que les choses, je dirais, à mon échelle à moi, passent tout seul. Et finalement, plus le temps passait dans la pharmacie, et plus je voyais aussi que selon les pathologies, etc., selon les médecins, pour une pathologie donnée, certains traitaient avec des méthodes classiques conventionnelles, d'autres des méthodes homéopathiques, d'autres des méthodes encore plus, on va dire, vibratoires, si j'ose dire. Et les traitements, les guérisons des patients, étaient variables. Alors, je savais que ce n'était pas forcément une science exacte, mais c'était extrêmement intéressant de voir que les manières de fonctionner dépendaient énormément du sujet, alors que la pathologie était pourtant diagnostiquée. Donc tout ça pour dire que, on va dire qu'à mon échelle, avec le temps, la pharmacie, j'en avais quelque part fait un petit peu le tour, et surtout il y avait une chose lancinante qui revenait en moi, c'est-à-dire que j'avais vraiment le sentiment que j'étais en train de passer à côté de ma vie. Et en fait, ça a fait vraiment tilt le jour de mes 35 ans. Et je me souviens très bien, j'étais en week-end chez ma mère en Dordogne. Et le jour de mon anniversaire, ce matin, je me réveille et j'avais envie de pleurer. Et mon mari qui passe par là me dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» puisqu'il voyait les larmes aux yeux. Et je lui dis « Écoute, toi, tu as eu la chance de faire les études que tu aimais. Il est ingénieur en aéronautique et il a toujours été passionné d'aviation. Tu as eu la chance aussi d'aller au bout de ce qui te plaisait, parce qu'il a fait de l'aviron, c'était sa grande passion. Il a fait des régates, même des championnats de France, etc. Et je lui dis, moi, contrairement à toi, je rêvais de monter à cheval, mais j'ai presque arrêté avec mes études. Je voulais être vétérinaire, m'occuper des animaux, je suis pharmacien, enfin voilà. Et je lui dis, toi, tu as réalisé tes rêves, et moi, c'est trop tard. Et là, il me dit, écoute, t'as 35 ans, c'est pas trop tard. Si tu le veux encore, tu le peux. Et il me laisse avec cette phrase, il s'en va, et moi, ça me laisse un sentiment de frustration, parce que j'avais vraiment le sentiment que j'avais, à ce moment-là, en plus, 3 enfants en bas âge, je bossais beaucoup dans ma pharmacie, et je voyais pas du tout comment je pouvais changer les choses. Et quelques jours plus tard, après la pharmacie,
pour me changer les idées un petit peu, je passe devant un magasin d'équitation, je rentre, je vais vers le rayon librairie et je tombe sur un livre qui s'appelle « Gagner en compétition » d'une certaine Jeanne Savoie. Le livre m'attire, je commence à le feuilleter, elle parle de techniques de visualisation, comment les athlètes... puisqu'elle était athlète pour l'équipe olympique américaine, comment les athlètes utilisent ces techniques et comment des personnes comme elle, qui sont normales a priori, peuvent changer le cours de leur vie. J'achète le livre, extrêmement dubitatif de mon côté. En plus, elle parle de pouvoir des mots, le langage positif, etc. Et surtout, elle cite ce qu'elle appelle la fameuse béquille du perdant. C'est-à-dire, elle cite que des personnes justifient leurs échecs en citant des excuses comme « ils n'ont pas le temps »,« ils n'ont pas l'argent »,« trop d'enfants ». Et là, je réalise que c'est exactement ça. Et ça me frustre encore plus parce que je me dis, mais j'ai pas le sentiment de me trouver des excuses. Enfin, c'est pas des excuses. J'ai pas de temps, j'ai pas l'argent, j'ai trop d'enfants. C'est réel pour toi. Voilà, pour moi, c'est totalement réel. Et ça fait quand même tilt. Et je me dis, parce qu'elle parle de ces techniques de visualisation, et je me dis, mais j'ai toujours été rêveuse pendant l'enfance. Donc, si vraiment ça marche comme ça, allons-y. Et en même temps, il y avait une partie en moi qui me disait, mais Maëva, de quoi tu te plains? Quelque part, tu as loupé pharmacie, mais tu as quand même une jolie maison, tu as quand même... Et je voyais que des rêves que j'avais eus, même si je ne les avais pas eus directement, la vie m'avait orientée sur la voie de ces rêves. Donc, il y avait aussi ce côté antagoniste, dualité qui revenait. Et donc, du coup, je lis le livre et là, je me dis, si vraiment ça marche comme ça, banco, allons-y. Et là, je décide de reprendre l'équitation, de peut-être aller un jour, puisque le beau-père, le compagnon de ma mère, était quand même instructeur d'équitation. Donc, j'étais quand même pas mal montée, mais pas de compétition. Et je décide donc de remonter, d'aller chercher un cheval en Allemagne, je me renseigne, quel type de cheval, comment, pour visualiser les plus grands rêves, les championnats, etc. Et chaque jour, j'avance dessus. Et en 1 an et demi de temps, je me retrouve à partir en Allemagne, chercher un cheval à des ventes aux enchères, toute seule. Et dans l'avion, je rencontre une jeune femme. On est placé à côté de moi. Elle a été cavalière, elle a fait des championnats de France, elle a même été championne de France. On s'entend extrêmement bien. Elle me dit, écoute, moi je t'aide, on va trouver ton cheval. On choisit le cheval, c'est elle qui m'aide à le choisir, alors que j'étais partie seule. Génial. Et elle m'explique qu'elle se fait entraîner par l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne, qui vient aussi bien au Cadre Noir de Saumur que chez elle. Elle me prend sous son aile et en 1 an et demi, je me retrouve 6e à des championnats de France d'équitation. Incroyable. Vraiment à mon niveau incroyable. Toujours à la pharmacie, là? J'étais toujours à la pharmacie. Et comme par hasard, avant, j'avais pas le temps. Et là, comme par hasard, dès qu'il y avait des entraînements d'équitation, mon assistante pouvait me remplacer. Je la dépannais à un autre moment. Enfin, miraculeusement, le temps s'ouvrait pour que je puisse monter à cheval. En même temps, j'ai quand même décalé mon réveil de 7h à 4h du matin pour aller monter le cheval que je venais d'acheter pour me réentraîner. Et surtout, le temps de midi, au lieu de manger, je méditais, je visualisais mes reprises et devant mes clients, je me redressais pour avoir l'allure que je pouvais avoir à cheval, etc. Tu as vraiment suivi les préceptes de ce livre à la lettre? C'est ça. Et en même temps, je ne connaissais absolument rien au développement personnel et c'était finalement toutes les techniques, les enseignements qui sont enseignés en développement personnel, alors que je n'avais aucune formation de ce côté-là et aucune vue de ce côté-là. Et après, tout a continué parce que du coup, quand j'étais encore à la pharmacie, j'avais de nouveau un sentiment de frustration puisque je me suis dit, mais pourquoi je suis là? Les médicaments, c'est toujours pas ma voie. Et en plus, comment on peut... Je comprends comment on peut changer les choses, mais je voudrais l'enseigner. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je peux pas, après une ordonnance de Doliprane, expliquer qu'on peut changer le cours de sa vie en suivant ses pensées, en entraînant son subconscient. Et là, je me dis, mais t'es maman quand même. T'as 3 enfants. Si jamais... Enfin, je veux dire, les oublie pas. Et donc, du coup, je me dis, mais... Et faut pas que j'oublie mes enfants. Et un soir, je les appelle à tour de rôle dans ma chambre et je leur demande s'ils auraient un grand rêve, puisque moi j'avais le sentiment que mes grands rêves, j'étais passée à côté. Et là-dessus,
ma fille aînée me dit que sa vie, ça va, ses copains, tout ça. Mon petit dernier qui avait 6 ans, lui aussi. Et ma fille cadette me dit, mais moi, maman, j'aimerais faire de la danse. Je te l'ai jamais dit, mais c'est mon rêve. Alors, 8 ans et demi, bon, fille danseuse, très bien, quel style de danse? Et donc, je lui demande, on commence à regarder des vidéos, puisqu'il y avait des moments de danse avec les stars, etc. Donc, elle commence à regarder les vidéos, et elle me dit, c'est ça que je veux faire. Et au moment où elle me montre le choix, elle me montre un ballet, la danseuse étoile, elle me dit, c'est ça que je veux faire. Je me dis, mais... Elle tape voilà. au top niveau, direct. En moi-même, je dis, waouh, danseuse étoile, j'y connais rien, mais je crois que c'est pas la voie la plus facile. Il me semble que les gamins, ils commencent à 3-4 ans. Ils ont l'air de s'entraîner, d'après ce que j'avais vu une fois sur un reportage, dès tout jeune. Enfin bon. Et en même temps, je me dis, t'as pas le droit de lui dire, c'est pas ta voie. Tu sais que les choses peuvent changer, donc lui dis pas ça. Et donc, en tant que maman consciencieuse, oui, bien sûr, Faustine, comment, tout ça. Et donc, elle insiste là-dessus. Et en moi-même, je me dis, bon, bah écoute, tu peux pas lui, voilà, là. Et donc, je me retranche, on va dire, pour visualiser mes pensées, ma petite voix, écouter. Et là-dessus, ma petite voix me dit, t'habites Bordeaux, renseigne-toi, il y a un opéra, renseigne-toi. Et du coup, en continuant à poursuivre, je me dis, il y a peut-être des danseurs. Et il y a, en fait, j'arrive comme ça, avec l'enseignement, à trouver les coordonnées d'Éric Hilleray, qui est le directeur de l'Opéra de Bordeaux. Et très gentiment, il me répond en me disant, ben moi, si j'avais une fille, je l'orienterais sur Paris, etc. Et c'est comme ça que je trouve également les coordonnées de Vanessa Feuillat, qui est la première danseuse de l'Opéra de Bordeaux. Et comme par hasard, son école de danse était à côté, ou quasiment à côté de ma pharmacie. Et je me renseigne, j'appelle l'école de danse, en leur disant... est-ce qu'il n'est pas trop tard? Exactement, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Puisque j'avais appelé Paris, l'école de danse de l'opéra, qui me dit, mais non, on prend des enfants qui n'ont pas forcément beaucoup dansé. J'appelle l'école, je fais rire tous les profs, parce qu'une maman qui appelle une école alors qu'une enfant n'a jamais dansé en leur disant que sa fille veut devenir danseuse étoile et qu'elle va préparer le concours de l'opéra qui se passe en septembre et que du coup elle voudrait voir si la petite a quelques aptitudes et qui voudrait prendre un cours pour voir, parce qu'il faut qu'elle connaisse juste les 6 positions de base. J'ai fait rire toute l'école. Ils se sont dit, elle est complètement... Ils m'ont dit après, elle est complètement folle. Mais ils ont accepté de voir Faustine parce que j'avais dit les mots magiques. C'est que Faustine, on a découvert du coup qu'elle était extrêmement souple. Elle faisait des grands écarts du coup à longueur de journée suite à sa demande. Et j'avais dit qu'elle était dans les critères, puisqu'à l'époque il y avait des critères encore taille-poids. Et elle était pile... puisqu'à suite à cette demande, j'avais regardé sur l'opéra et il y avait des critères taille-poids et elle était pile entre, mettons, 1m32 et 1m34, elle faisait 1m33 et entre 28 et 30 et voilà. Comme par hasard. Et comme par hasard, exactement. Et du coup, j'amène Faustine à son premier cours de danse, je filme la vidéo, le cours et là-dessus, on repart. Pour moi, du chinois total, puisque la professeure a montré plein de choses. Je laisse Faustine avec son DVD filmé. J'essaye de dégrossir avec elle. Je lui achète une masterclass sur Internet d'un certain André Klein, qui était danseur étoile, etc. Et la petite décide tous les matins, au lieu d'aller à la garderie de l'école, de s'entraîner donc sur ce qu'on voit derrière le radiateur, une espèce de barre. Et elle prend ça elle était vraiment hyper motivée. Une barre, et elle commence à s'entraîner toute seule. Un mois après, on revoit la professeure. Et au bout de 10 minutes, la prof vient me voir et elle me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait, Madame Morlet? Je lui dis, quoi? Elle dit, mais votre fille, là, vous lui avez fait donner des cours particuliers? Je lui dis, non, je lui explique ce qui se passe. Elle dit, mais elle s'entraîne, elle danse comme si elle dansait depuis 1 an. Donc, je lui dis, non, je vous assure, c'est elle le matin, enfin voilà. Et en fait, Faustine, on va dire avec ses rêves, sa pensée, son DVD et son entraînement quotidien, s'entraîner et progresser visiblement. J'en pleurais presque, allure grand V.
Et du coup, la professeure me prend au sérieux, décide de la revoir un mois après, puis un autre mois. Et en fait, le concours de l'opéra de l'école de danse était style un mois après. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que on voit que Faustine progresse. Et en même temps, je me dis, mais il y a quand même du niveau. Elle lui demande énormément de choses. Et Lodi me dit, mais je pense que c'est trop tôt. On a déjà essayé de présenter des enfants. Ils ont passé le premier tour, mais jamais le second. J'en pleurais presque. Et jamais le second. Enfin, voilà. Et... donc on continue, je demande à Faustine et Faustine me dit moi j'ai fait ça pour ça, je veux passer le concours. Donc finalement après 7-8 cours de cours particuliers, Faustine présente le concours de l'opéra et se retrouve collée, mais littéralement. On rentre de Paris à Bordeaux, je dis écoute, tu aimes peut-être la danse mais c'est peut-être pas ta voie. Et la professeure me rappelle en me disant qu'elle a des amis qui ont été danseuses étoiles, qui ne sont pas passés par l'opéra, que Faustine a quand même beaucoup d'aptitudes, etc. Et je lui dis, moi j'ai toujours laissé le choix à ma fille, donc on demande à Faustine qui me dit, je voudrais continuer. Et du coup, elle décide de continuer à s'entraîner chez Vanessa Feuillat à raison de 3 cours collectifs par semaine et un cours particulier par mois. Et à ce moment-là, l'école de Vanessa, donc Faustine progresse très très vite, change de niveau, passe presque au niveau des sports-études. Et Vanessa et son mari me dit très bien, elle s'entraîne, elle danse bien, etc. Mais est-ce qu'elle est à l'aise sur scène? Il faudrait faire un concours. Il lui propose un premier concours. Suite à ce concours, Faustine gagne l'épreuve. Elle perd, on va dire, un point, c'est-à-dire elle a une note de 19 sur 20 et elle perd un point parce que le concours reproche que l'Académie de danse ne l'ait pas présentée dans la bonne catégorie. Et du coup, ils ne comprennent pas, ils vont la voir au concours, en expliquant que Faustine danse depuis 3-4 mois. Et ils disent, mais compte tenu de son niveau, vous auriez dû l'inscrire dans les sports-études, c'est-à-dire ceux qui dansent depuis au moins 4-5 ans, à raison de 5 heures par jour, tous les jours. Donc, elle se retrouve au concours national à Valenciennes. Dans le concours, il y avait donc toute la catégorie où il y avait les 40-50 jeunes filles finalistes du concours classique. Et elle est dans les 12 voilà, du concours où il y a les 12 des sports-études et Faustine qui dansait depuis 4-5 mois. C'est fou. Et elle gagne l'épreuve finaliste du concours national de la CND. Donc à notre échelle, c'était complètement fou. Ils ont inscrit un concours, donc ils ont voulu lui proposer Danse avec les stars, mais Prodige, pas Danse, l'émission Prodige, mais comme elle était trop jeune, 9 ans, la professeure de danse ne voulait pas qu'ils la mettent sur pointe, etc. Et du coup, il y a eu un concours national, elle s'est présentée à ce concours. Faustine n'a pas gagné ou quoi que ce soit, mais après il y avait les auditions de l'Opéra de Paris, de la deuxième de l'année d'après, et du coup cette fois-ci elle a réussi les auditions de l'opéra. Elle a réussi son rêve. Voilà, elle a réussi son rêve, et du coup, bien depuis 5 ans, elle est à l'école de danse de l'Opéra de Paris, à l'école de danse. Comment tu expliques qu'un enfant si jeune, en fait, a tout compris de la loi d'attraction, a tout compris de ce qu'il faut faire, de croire en ses rêves? Est-ce que tu crois que c'est parce que les enfants, ils n'ont pas de filtre? C'est ça, c'est-à-dire qu'ils sont tellement passionnés par ce qu'ils aiment, et comme elle me disait, mais maman, tu sais, quand je me couchais, je me visualisais dans mes rêves, je continuais à voir les rêves, je dansais matin, soir, enfin voilà, et ça, je ne sais pas si qu'est-ce qu'il y a eu là? Non, à l'instant. Pas de souci. C'est ça, aucun filtre et la passion et deux, la passion et les rêves à longueur de journée, je dirais. Est-ce que c'est... Et là où c'est fou, enfin, pour une petite anecdote, c'est que l'année où Faustine est allée s'entraîner à l'école de danse, depuis Blanquefort, là où nous habitons, elle prenait quand même un bus à 8 ans et demi. Le bus arrivait devant l'école. L'année d'après, quand elle est rentrée à l'école de danse, si elle avait voulu prendre ce bus,
il y avait 3 lignes de bus parce que la voie était détournée et il n'y avait plus du tout la ligne de bus qui amenait devant l'école, à croire que la ligne passait. Voilà, enfin, c'est... C'est qui l'exemple? C'est ta fille ou c'est le livre pour toi? Un mix des deux. Moi, le livre a été un véritable déclencheur et après, l'exemple de ma fille, enfin, à mon échelle, ça a été pour moi le jour où enfin, peu de temps avant, j'ai eu, puisque on va dire qu'aujourd'hui, même si j'ai eu une formation non, mes parents étaient athées, etc., je n'ai pas du tout eu d'éducation religieuse et ma spiritualité, je me la suis faite toute seule, on va dire, au contact de la nature, puisqu'à un moment donné, je me suis posé des questions existentielles et ma grand-mère, qui était professeure de philosophie, je lui posais quelques questions, etc. Et un beau jour, je me suis dit, mais s'il y a un Dieu bon sang, des personnes comme moi, pourquoi les oublierait-il? Pourquoi moi, j'ai pas de guide, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, mais s'il existe un guide, peut-être que toute personne pourrait y avoir accès. Et j'ai choisi par moi-même de chercher mon guide dans la nature, parce que je me suis dit finalement la nature elle existait dans le passé, elle existe dans le futur, toute personne peut la trouver, qu'il habite au pôle Nord, au pôle Sud, etc. Et à mon échelle j'ai trouvé les réponses en observant la nature. Tout ça pour te dire quoi? Alors, qu'est-ce que tu observais? Qu'est-ce que ça te disait de la nature? C'est-à-dire, tu observais les arbres? Exactement, en fait, j'ai commencé à observer tous les arbres. J'ai regardé les feuilles. Je me suis dit, bah tiens, les feuilles, elles sont comme nous. Elles sont et toutes les mêmes, des nervures, de la verdure, etc. Et toutes différentes. Donc, comme nous, on est de pieds, de mains, de jambes, et pourtant différentes. Et les feuilles, quand elles tombent de l'arbre, elles retournent à la source, donc à l'humus, et elles reforment une nouvelle entité. Et après, je regardais les arbres, deux arbres de chênes différents et de chênes identiques. Si on se rapproche, ils sont différents, identiques. Pareil, les forêts, en me disant, de loin, ça paraît très inerte, ça bouge pas, alors que de près, ça grouille. En nous-mêmes, le corps peut paraître inerte, alors que plus on va dans l'infiniment petit, et plus ça grouille, et plus finalement, quand on regarde les étoiles, etc., on peut observer que ça peut former des réseaux, alors que dans notre corps, il y a aussi tous ces réseaux. Et je me suis dit, mais l'infiniment grand ressemble à l'infiniment petit. Et là, je me suis dit, mais c'est un équilibre avec notre point central. C'est ça qui est curieux. Où je me disais, tiens, plus on s'éloigne, à force de s'éloigner, on apprend que la Terre, elle est ronde. Donc, si tu t'éloignes de moi, au bout d'un moment, tu vas te rapprocher de moi. Donc, si tu te rapproches, à force de t'éloigner, tu te rapproches. Et j'en suis arrivée à me dire, mais à force d'aller loin, 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 on peut assister à la formation de la Terre, de l'univers. Et finalement, l'univers est peut-être le reflet de ma propre conscience. Et voilà où moi, j'en suis arrivée donc, on va dire complètement seule en autodidacte, et la lecture aussi de Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti. J'ai adoré, ça m'a passionnée, et voilà comment j'en suis arrivée à ma spiritualité, ma compréhension. Et dans ta vie de tous les jours, ça avait quel impact sur toi? Est-ce que la relation avec les autres était... Tu gardais la même relation? Est-ce qu'au contraire, tu t'es coupé de certains amis? Alors, les choses ont évolué très progressivement, on va dire. On va dire que plus j'ai évolué dans ces sens-là, et il y a aussi un autre point dont je voudrais te parler, c'est-à-dire qu'un jour, un voyageur Airbnb est venu à la maison. On s'est entendu très très bien, on accueille nous des voyageurs Airbnb, il était coach de vie, et derrière, le voyageur m'a parlé des enseignements de Joe Dispenza. Je ne connaissais pas du tout. J'ai écouté juste une vidéo sur la glande pinéale, le fonctionnement de la glande pinéale. Et avec mes études de pharmacien, j'ai très très bien compris le mécanisme, l'activation du liquide céphalo-rachidien qui remonte dans le corps, qui peut activer, décomposer, etc. Et comme de manière naturelle, je pratiquais ça, contracter les muscles, le fait de courir, bouger, le fait de nager beaucoup, faire beaucoup de sport, j'ai compris le fonctionnement et la sensation qu'on peut ressentir en activant la glande pinéale. Et du coup, le fait qu'après, on est dans ces états hyper créatifs, en onde cérébrale gamma, et où tout nous arrive extrêmement, extrêmement vite. Et du coup, c'est là où j'ai compris comment l'activation de la glande pinéale, etc., nous permettait d'activer avec ces composés qui nous arrivent. Et j'ai vu comment
ce qu'il enseigne, qu'on peut créer notre futur avec nos pensées, comment les synchronicités nous arrivent de manière complètement folle. Par exemple, à un moment donné, je pensais Frédéric Lenoir, le conférencier, tout d'un coup, comme je suis en pharmacie, j'ai une employée qui s'appelle Noémie. Je pense Noémie, du coup, Noémie Lenoir en pensant. Je me dis, tiens, qui est Noémie? Sur le coup, je ne le revois pas. Je me dis, Noémie Lenoir, ça me dit quelque chose. Qui c'est? Je cherche sur Internet Noémie Lenoir. Je vois mannequin, actrice française, née le 19-9-79. C'est ma date de naissance. Et là, je me dis, mais... Et c'est pour ça que, du coup, dans le livre Rencontre avec Christopher Nolan, je montre au fur et à mesure, du coup, le grand rêve... Voilà, le grand rêve qui m'arrive le 2 septembre 2020 et comment la vie et les synchronicités m'arrivent les unes après les autres et comment la vie m'amène grâce à ces synchronicités sur le chemin et sur les rêves. Et est-ce que tu crois que si tu n'avais pas lu ce livre ou si tu n'avais pas vu l'expérience de ta fille, tu aurais rencontré ces synchronicités ou tu les aurais vues? Est-ce que c'est parce que tu as engrangé quelque chose, un travail? Est-ce que tu as un travail d'observation, un travail d'écoute un petit peu des signes de l'univers? Est-ce que tu aurais pu ne pas les écouter si tu n'avais pas lu ce livre, si tu n'avais pas vu le... Aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que la vie et les épreuves qu'on a au cours de la vie, c'est vraiment un parcours initiatique. Et selon les ressentis et les épreuves que vont vivre les personnes, chacun est amené ou pas à accéder à un certain niveau. Je te donne un exemple, tout le monde n'est pas fait pour devenir cavalier olympique. Certains sont des très très bons, médecins, très très bons généralistes, d'autres sont des spécialistes, et on n'a pas tous, en fonction de notre libre arbitre et notre destinée, les mêmes ambitions, etc. Mon métier, mon parcours, mon enfance m'ont amené à vivre un certain nombre d'épreuves, et surtout avec le métier de pharmacien, où je rencontrais quand même 100 patients tous les jours qui me racontaient leur vie, puisque ma pharmacie, c'est une pharmacie de petit, pas village, elle est à Bordeaux, mais quand même de ville, même si on avait pas mal de clients de passage. Et je me suis toujours intéressée au parcours de vie des personnes, etc., depuis l'enfance, puisque mes parents ont divorcé, j'avais 7-8 ans, et j'étais un petit peu, aussi bien dans ma famille, comme j'étais la grande, l'aînée, aussi bien les personnes se confiaient à moi, mon père, etc. Et donc, j'écoutais les épreuves des uns et des autres, et j'étais un petit peu je ne vais pas dire une éponge émotionnelle, mais enfin, je prenais tout ça. Et donc, je pense qu'inconsciemment, je vivais les vies des uns et des autres, et je me suis fait mon propre cheminement, parce qu'après, je voyais aussi comment certains en arrivaient à finir alcooliques, drogués, toxicos, et j'avais pas forcément, à un moment, je voyais ce qui les amenait à ça, et moi je me disais, bon, ok, là, tu as appris de cette vie, on va peut-être s'arrêter là, puisque tu vois après où ça t'amène, et dans d'autres vies. Et inconsciemment, je pense que ces épreuves initiatiques et les parcours des gens m'ont amené à m'intéresser aussi bien à la partie consciente que la partie du subconscient, puisque je me disais, mais pourquoi on dort 7-8 heures par nuit? À quoi ça sert? C'est comme, je dirais, l'ADN poubelle, où on en a décodé 10%, et le reste, c'est soi-disant de l'ADN poubelle. Pourquoi on dit que la nuit, il sert à rien, et le jour... Et quand Joe Dispenza, j'ai compris, ça a été la révélation de comment notre vie, la journée, à quoi ça sert, et surtout la vie, la nuit, ou toutes ces dimensions parallèles, on va dire, à quoi elles nous servent, et le rôle de tout ça intriqué. Là, ça a été... merci. Et tu fais gaffe à tes rêves? Est-ce que tu t'en souviens de tes rêves d'ailleurs? Alors, il m'arrive de me souvenir, assez rarement, très honnêtement, assez rarement de mes rêves. J'en fais parfois des rêves, comme par hasard, prémonitoires, ou ne serait-ce que pour Faustine. La veille de son concours, le premier, j'avais rêvé qu'elle ne l'avait pas. Je ne l'ai pas dit, très honnêtement, je ne l'ai pas dit. Et la veille du second, j'avais rêvé qu'elle l'avait. Je ne l'ai pas dit non plus, mais voilà. Donc oui, pour certains, quand il y a des épreuves importantes, les rêves sont prémonitoires, et oui, je m'en souviens. Mais très peu. Après, je travaille cette fois-ci beaucoup plus de manière consciente
enfin consciente en s'entend, c'est-à-dire en onde cérébrale alpha, je fais partie des personnes qui sont des rêveurs éveillés. C'est-à-dire j'ai cette capacité, au moment où je me mets en auto-hypnose, puisque je peux me mettre en auto-hypnose, de travailler mon subconscient. Volontairement, tu te mets en auto-hypnose ? Oui, ouais. J'ai cette possibilité-là de travailler. C'est-à-dire qu'au départ, c'était inconscient, puis j'ai pris conscience qu'au moment où je me couchais la nuit, je pouvais choisir de réorienter mes pensées sur mes rêves que je souhaitais et les travailler. Et aujourd'hui, j'ai la capacité vraiment de me mettre en auto-hypnose quand je le souhaite, simplement avec un petit peu de sport ou en nageant, etc. Et de retravailler le cours de la vie comme je souhaite. Après, je ne te cache pas que j'en suis à un stade où aujourd'hui, je ne vois presque même plus l'intérêt de retravailler le cours de ma vie, tellement enfin, je ne veux pas dire j'adore la vie, ça pourrait choquer peut-être certains, mais j'ai la chance d'avoir une vie extrêmement agréable et tout ce qui vient à moi est magnifique. Et même quand ce sont des épreuves de vie, comme peut-être on peut dire un décès ou un deuil ou quoi que ce soit, la perception que j'en ai aujourd'hui, c'est presque magique et miraculeux de voir comment les épreuves de vie, on ne les vit plus du tout de la même façon. Avec du recul peut-être ? Avec déjà un recul énorme, peut-être aussi parfois, si tu veux, quand je vis des épreuves, j'ai une capacité d'auto-dédoublement où je peux prendre très très rapidement du recul sur l'événement. Et c'est plus, je observer, et du coup... comme je n'ai plus non plus aussi de notion de vie ou de mort, puisque je n'ai pas du tout peur de la mort déjà à mon échelle, et même au niveau de mes proches, puisque pour moi, le corps n'est qu'une enveloppe physique, et quand la personne décède, pour moi, c'est qu'elle n'a plus l'âme à avoir cette peau physique qui est peut-être trop âgée pour elle et qui ne lui correspond plus, et donc son âme retrouve son entière liberté, et donc cette personne est au plus près de moi si elle le souhaite, et moi auprès d'elle, etc. Donc je n'ai plus du tout peur de ces passages ou des maladies, etc. Je sais, c'est peut-être très curieux, mais en tout cas c'est comme ça que je le vis à mon échelle. Et qu'est-ce que ça serait pour toi la prochaine étape ? Est-ce que ce serait de maîtriser par exemple la projection de conscience, puisque tu arrives à rentrer quand même en auto-hypnose, peut-être tu as le dédoublement déjà, parce que tu as une espèce de recul. Alors, peut-être maintenant tu pourrais projeter ta conscience même ailleurs. Alors, si tu en as envie, bien sûr. La projection de conscience, c'est quelque chose que je pratique. Écoute, je ne savais pas. Beaucoup et en chaque instant. Et encore une fois, j'ai une capacité d'autodédoublement donc c'était vraiment de l'autodédoublement, c'était pas qu'une métaphore, c'était vraiment physique. Dans l'instant, aujourd'hui, mon seul plaisir, aujourd'hui, au bonheur sur Terre, c'est, bon, bien sûr, au niveau de la famille, entre guillemets, continuer à voir mes proches accéder à leurs rêves, avancer sur leur chemin de vie. Et mon seul bonheur sur Terre, c'est de voir et d'offrir ce que j'appellerais l'accès à ce que moi j'appelle, mais très humblement, la connaissance, mais avec un grand C, c'est-à-dire voir les personnes s'éveiller à leur rythme en fonction des connaissances et du coup, à mon humble échelle, j'offre l'accès de la maison, de la villa qui peut permettre, donc il y a des ateliers de yoga, méthode Wim Hof, les conférences, etc. Donc chacun va découvrir ce qu'il a à découvrir en fonction de son parcours de vie. De mon côté aussi, j'accompagne certaines personnes. Il y a Sovereign aussi, l'entreprise qu'on a créée aussi dans un autre niveau. Puis les livres. Et moi, c'est juste simplement le fait de voir les gens découvrir, comprendre, comme j'ai compris certaines choses à une époque. Et il y a juste ça qui me plaît aujourd'hui. J'attends plus rien. T'attends plus rien? Non, j'attends plus rien. J'ai juste du bonheur à... Je vais pas pleurer encore. Mais si, tu peux. Mais voilà, j'ai juste du bonheur à la rencontre et sans attente. Sans attente. Là, avec le recul, tu te dis heureusement que tu as ouvert ce livre. Oui, en même temps... Ça a quand même tout changé.
Oui, quelque part oui, parce que sinon je pense que, enfin, j'étais partie pour être, enfin, de toute façon, il y aurait eu quelque chose d'autre, il y aurait quelque chose. Non, mais ça peut passer par la maladie ou par un burn-out ou par des choses plus dures. C'est vrai tu as que choisi une voie plus douce. C'est vrai ce que tu dis, parce que ça passe en effet, ces ouvertures de conscience passent souvent par deux choses. Soit en effet c'est maladie, burn-out, etc. Soit c'est quand on est arrivé à un stade où finalement on a la chance, entre guillemets, d'avoir peut-être un confort matériel, un confort, et qui fait que on sent que ça ne suffit pas, c'est pas ça. On a pourtant coché toutes les cases, je veux dire, et non, il y a quelque chose de plus profond, de plus grand. Et en effet, comme par hasard, l'univers amène toujours sur les bonnes voies. Et je dirais, si on les voit pas, c'est qu'on a, c'est pas quoi enfin, à un certain stade, si on le voit pas, c'est que, voilà, tu m'as comprise. Est-ce que l'univers insiste est-ce que parfois il met des pancartes carrément devant les yeux, et ceux qui les voient pas vraiment, comme tu disais, c'est vraiment qu'ils sont soit aveugles. Je pense que ce qu'il est, puisqu'il y a quand même, je vais pas dire deux sociétés, puisque pour moi il y a une unité, et après chacun on évolue en fonction. Je n'aime pas scinder les médecines classiques ou les médecines alternatives ou la société et la société parallèle. J'aime le fait que les uns et les autres on puisse œuvrer ensemble, discuter, etc., échanger ensemble. Je pense que tout simplement, et pour avoir fait partie, j'ose pas dire du monde d'avant, enfin, il y a un moment donné où dans notre parcours de vie, quand on est pris dans un rythme, boulot, métro, dodo, etc., on n'a pas le temps ni l'énergie, tout simplement, d'utiliser son subconscient pour des rêves. Moi, pendant 15-20 ans de ma vie, je pensais, même s'il y avait une partie qui voulait avancer sur des rêves simples, je rêvais d'avoir mes chevaux, d'avoir justement une jolie maison, avoir une vie de famille, etc. Ces rêves-là, j'ai eu la chance de les concrétiser assez tôt, et c'est pour ça que je me suis posé ces questions après. Mais beaucoup de personnes, quand la vie, elle est le train-train du 8h, 18h quotidien, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent le soir, la télé, entre guillemets, la journée de demain, j'organise ma journée du lendemain, puis c'est tout. À la limite, les rêves vont sur tiens, je me ferai bien un voyage pendant mes vacances, mais ils ne travaillent pas leurs rêves avec une vision de vie. Donc du coup, les rêves sont très simples, et du coup, les synchronicités, même s'il y en a une de temps en temps, ils n'y sont pas ouverts, donc c'est, et moi la première, j'ai appelé ça, tiens, une coïncidence, et puis on cherche pas plus loin. Tu crois au libre arbitre quand même? Je crois énormément au libre arbitre, même si peut-être que je me dis, je vois l'exemple de ma fille, puisque pour avoir discuté avec des profs de danse, on me dit, oui, mais ta fille, elle avait quand même des prédispositions, une souplesse. Il y en a d'autres, elles n'ont pas de souplesse. Donc celle qui a aucune souplesse, rien, peux-tu vraiment dire qu'elle peut? Alors, honnêtement, je n'ai pas la réponse totale à tout ça. Est-ce qu'elle était prédestinée à ça? Moi, je pars du principe qu'on crée notre futur avec nos pensées, et qu'on peut du coup choisir notre prochaine vie. Alors, est-ce qu'elle a choisi ses épreuves avant et sa vie, et est-ce qu'elle rêve à ça, mais elle n'est pas prédisposée à ça ou pas? Je ne peux pas répondre à sa place. En tout cas, à mon échelle, vu ce que j'en vois, à mon échelle, j'ai le sentiment qu'on peut créer vraiment notre futur avec notre âme, notre chemin de vie, avec nos pensées. Et si notre vie nous renvoie des expériences qu'on considère comme ne faisant pas partie de ce qu'on aurait voulu, parce que voilà, j'ai le sentiment qu'elles font partie quand même du chemin pour nous amener à grandir sur ce chemin. Donc, je donne un exemple. En concours d'équitation, je ne raconte pas le nombre de rêches, entre guillemets, que j'ai aussi pris avant d'arriver à ces championnats de France, etc. Mais du coup, ces rêches m'ont permis d'avancer sur les étapes, etc. Donc, mais l'action est importante quand même. C'est pas je demande à l'univers que ça soit comme ça, d'avoir telle chose ou telle chose. Faut se mettre en action. Tu te levais tôt. Tu as été en Allemagne chercher un cheval. Et c'est pour ça que du coup dans Rencontre avec Christopher Nolan, j'ai voulu écrire ce que moi je considère comme
ma méthode ou la méthode de ma famille, déjà à plusieurs choses. Je me suis dit, si un jour je ne suis plus là, je serais contente que les enfants de mes enfants, etc., s'ils n'ont pas entendu et que parfois se dire, tiens, mamie a écrit un livre, on peut peut-être le lire. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai donné ce que je considère comme, une sorte de méthode. Justement pour montrer aussi, parce que dès l'âge de 8 ans, 9 ans, ma grand-mère m'a dit, c'est elle qui était professeure de philo, j'avais pas mal de... J'étais nulle en maths, etc. Et elle m'a dit, tu sais Maëva, aide-toi et le ciel t'aidera. Je ne comprenais pas cette phrase, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je l'ai compris bien plus tard. À l'époque, je ne savais pas. Mais venant d'elle, ça voulait dire, mais il va falloir que tu te bouges un peu les fesses parce que ça ne va pas tomber tout seul. Et en fait, j'ai compris après, aux deux niveaux, c'est-à-dire aide-toi, c'est-à-dire donne-toi tous les moyens par tous les côtés, mais après le ciel t'aidera, c'est-à-dire derrière tu vas voir les retours. Une fois que tu auras vraiment tout donné, tous les niveaux à ton côté, les retours ils t'arrivent, mais c'est-à-dire de ton petit flocon, à force d'avancer, ça va créer une avalanche. Et alors après, quand l'avalanche, elle t'arrive dessus, bonjour, entre guillemets, prépare-toi. Mais du coup, c'est ça, c'est enclenche toute l'énergie de la matière, continue à les rêver et travaille ton subconscient. Et l'action que tu fournis dans la matière, plus tout ton subconscient et surtout la passion de ce que tu mets derrière, après c'est miraculeux. Et c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai tendance à dire, quand j'étais plus jeune, j'aurais dit, fais telles études, machin. Je dis non, va vraiment dans une voie qui te passionne. Tu vas voir après, si tu es passionné, mais tes heures, tu les compteras pas. Tu es capable d'être réveillé à 2h du matin, travailler de 2 à 6, tu te rendormiras une demi-heure et tu partiras à autre chose. Parce que juste, tu es passionné de ce qui t'arrive. Et tu n'as même pas le sentiment de travailler de manière difficile ou comme dirait, je discutais hier justement avec une personne qui me disait, mais la procrastination, en fait la procrastination, il n'y a pas de procrastination. Même si tu regardes, je dirais, des conneries sur tel truc, ça va te servir, ça va nourrir ton artistique, etc. Tout arrive de tous les côtés et tout te sert. Consciemment ou inconsciemment, tout te sert. Est-ce que tu as eu peur un jour d'avoir des regrets à la fin de ta vie, dire « Ah, j'aurais pu ». Moi, c'est un truc qui me terrorise. Me dire j'aurais pu faire ça, j'aurais pu essayer de faire ça. Eh bien, justement, c'est à l'âge de 35 ans où j'avais ce regret du je suis passée à côté. Et là, quand j'ai découvert que les choses pouvaient changer, alors là, ça a été je rattrape ma vie et plus jamais aucun. Et si jamais j'ai une phrase en moi-même, tiens, tu pourras avoir le regret de suite, je veux faire. Et je me pose même pas la question de le dernier, un des points où justement je me posais la question, c'était le parachute, où je me disais, mais est-ce que tu aimerais sauter en parachute? Il y avait une partie de moi qui me disait, oui, ça me tente, une autre partie. Et on a eu l'occasion, on est parti en voyage entre guillemets, j'ai en fait organisé une retraite à l'île Maurice. Et lors de cette retraite, comme les cours que je donnais, on va dire, étaient le matin, l'après-midi, je me suis posé la question d'aller, comme c'était un beau voyage, etc., de sauter en parachute. Et j'en parle à mon mari, qui lui est beaucoup plus... Bon, il est quand même dans l'aviation. Voilà, oui, mais enfin, c'était moi son truc. Et finalement, je lui mets le souhait que vraiment, je veux y aller. Et donc, je m'y rends. On avait en plus, comme par hasard, la chance d'y aller avec un couple d'amis dont une des personnes avait passé son brevet, enfin pour, je sais pas comment ça s'appelle, enfin pour sauter en parachute. Et il m'explique du coup comment ça se passe en me disant, mais souvent quand tu sautes la première fois, tu profites pas parce que tu découvres. Parce que voilà, tu profites pas. Et du coup, je me suis dit, mais si j'y suis allée, enfin si j'y vais, je veux profiter. Mais le saut, ça a été magique à tous les instants, aussi bien la montée avec l'avion, regarder, tout était splendide. Se jeter dans le vide, c'est splendide. Ah mais vraiment, si tu ne cherches pas, à anticiper le futur. Et puis bon, je m'étais auto-blindée, je m'étais dit que de toute façon il y avait 2 parachutes, que statistiquement, je n'avais même pas regardé, mais visiblement les chances de se scratcher, elles sont
plus qu'infime, que le seul risque, c'est à l'atterrissage de te casser une jambe. Donc, j'avais décidé, il fallait lever les jambes. Bon, lever les jambes, j'avais, entre guillemets, pour atterrir, ça me paraissait pas très compliqué. Donc, pour moi, le risque, il était nul. Donc, je voulais du coup profiter de la sensation et du saut. Je t'assure que c'est pas, je sais pas si tu as skié déjà. Oui, skié, oui. Voilà, c'est pas plus dur que de prendre une piste bleue à rouge. Vraiment. Par exemple, un manège à sensation, c'est beaucoup plus, tu vois, ça peut beaucoup plus te retourner, ou moi, même je vomis, quand tu es en haut. direct. Voilà. que le saut, finalement, c'est doux. C'est doux, t'as pas froid, et ça te retourne pas l'estomac. Et quand j'ai atterri, à un tel point emballée, contente, que je suis allée voir mon mari en lui disant vraiment, tu serais bête de ne pas essayer. À moitié, hop, embarqué dans l'avion. Il a sauté, il m'a remercié tellement. Voilà, donc franchement, c'est... faut croire en ses rêves, quoi. Ah, ben, je crois qu'on a plusieurs vies, mais si on ne se souvient que de celle-ci... Vraiment, faites vos rêves. On peut vivre plusieurs vies dans une vie. C'est ça. C'est ça. Mais encore une fois, si on comprend que le grand tout, nous sommes des hologrammes du grand tout, ben, on a une multitude de vies et on a cette vie. Et cette vie n'est qu'un hologramme de cette multitude de vies. Donc, si on comprend ça, ben, autant la vivre à fond. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant qu'on termine notre échange? Non, ravie encore de ce week-end avec ces fantastiques rencontres, extrêmement heureuse de t'avoir connu, de nos échanges. Je remercie la vie en chaque instant. On va dire merci à tout le monde alors. Merci à tout le monde. Et puis n'oubliez pas de vous abonner quand même. Ça me fait plaisir. Bisous.